Togo Info, le Togo à votre portée. Bonjour et bon lundi à toutes et à tous. L'émission Point de vue est de retour sur Zéphyr après le week-end. Soyez les bienvenus. Nous recevons le premier conseil spécial du président national de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, Dr François Nangwadja Kampatib, bien connu dans cette émission. On va parler avec lui de la présence de l'ADI dans la nouvelle législature, sa décision de siéger, son vœu et sa contribution pour la réussite de cette législature. Vous allez rester donc avec nous. Dr François Nangwadja Kampatib est déjà en studio. Vous pouvez même lui poser des questions par le biais du téléphone lorsque nous allons marquer la deuxième pause. Les numéros 92 77 66 66 96 30 66 66. Edgar Wala, journaliste et analyste de l'actualité sociopolitique, et Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Mania Libéré, sont également dans cette émission. Zéphyr, la radio régionale. Lomé, Tchévier, Tabigbo, TV, Azaou, Vaughan, Anéhan, Balimé, Notchen, 92.3. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Zéphyr, 92.3. Chers confrères, soyez les bienvenus. Edgar Wala, bonjour. Oui, bonjour Mathieu, bonjour au doyen Abbas Issaka, bonjour au président Kanchati et Kampatib, excusez-moi. Très important. Et pas président. Le premier conseiller spécial. En tout cas, le premier conseiller principal et fidèle auditeur de la radio Zéphyr, bonjour à vous tous. Merci beaucoup. Bonjour Abbas Issaka. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment sur la radio régionale. Bonjour au premier conseiller du président de l'ADI, Aimé Goubé, désormais chef des filles de l'opposition. Et bonjour à Edgar Wala. Merci à vous d'être là et bon lundi à vous tous. Je vous remercie sincèrement d'être venus dans cette émission. Voilà. On va essayer de... Voilà, le docteur va essayer d'arrêter. Voilà. Alors, docteur François Nangwadja Kampatib, bonjour. Bonjour Mathieu Mouzou. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Zéphyr. Bonjour à vos collègues qui sont avec nous. Oui, Edgar et Abbas. Bonjour à vous. Disons que c'est toujours le plaisir de revenir sur ce plateau, bien que ce matin je ne peux pas dire que je pavoise. D'accord. Premier conseil spécial du président national de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. On était dans cette émission au moment de la campagne électorale. Et vous avez promis revenir régulièrement nous voir. Je crois que vous l'avez fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce n'est qu'un début. Je suis sûr qu'on se verra régulièrement dans cette émission. Oui, c'est moi qui vous remercie. Vous allez bien, j'espère. Je vais bien. Adi va bien. Pour ce qui est de la santé, Adi va tant bien que mal. On peut dire plutôt bien que mal. Mais bon. Ça va. On en reparlera. Et le président national du parti, professeur Aimé Goubé, il va bien, il doit être très occupé ces derniers temps. Il va bien, on s'est parlé un peu ce matin, avant qu'il ne retourne à l'Assemblée. Il va bien. Et pour la santé, ça va. Merci beaucoup. Chers confrères, Edgar doit forcément avoir un sujet à partager avec nous. Il a l'habitude de le faire dans cette émission. Oui, un sujet peut-être, comme on le dit, d'actualité. Curieusement, j'avais préparé un vieux constaté qui touche, heureusement, le projet de société de Adi. Je vais aussi l'exposer tout à l'heure. Mais le premier, la dernière fois, je crois, il y a 2 semaines, nous avons parlé des feux tricolores. Et surtout le feu tricolore au niveau de GTA. Oui, pratiquement le grand carrefour du Togo. On ne va pas dire de Lomé, puisque Lomé est la grande ville du pays. Le plus grand carrefour que les visiteurs peuvent croiser
et en venant à Lomé, au Togo. Mais c'est curieux que sur 6 postes de feu tricolores, que ce soit 2 seulement qui fonctionnent et ça crée un désordre absolu. C'est pas compréhensible. On ne sait pas qui s'occupe de ces feux et tout le temps on en parle et aucune réaction jusqu'à présent. Non, que ceux qui sont en charge de la régulation de ces feux et donc de la sécurité routière, que ces gens-là puissent sauver les Togolais, amener les Togolais à vivre heureux pour les petites choses qu'ils doivent faire au quotidien. Parce que tout à l'heure, j'étais passé par là, ou disons, dans la journée d'aujourd'hui, je suis passé par là 2 fois de suite, mais c'est pas aisé. C'est pas aisé, c'est pas bien. À tout moment sont des insultes, ça et là. Ceux qui n'ont pas de feu croient que les autres les empêchent naturellement de circuler. Et ceux qui ont le feu sont là à gronder parce qu'ils ont normalement le feu. Mais c'est un désordre absolu. Et curieusement, bon, il n'y a pas aussi une présence des forces de sécurité pour réguler cette sécurité. Une présence régulière. Une présence régulière. Non, ils sont souvent là, oui, mais après... c'est le plus grand carrefour, on va encore le répéter, du Togo. Donc, voilà, peut-être de préciser, je sais un peu la situation que vous décrivez. Quand vous venez de Agbalepedo, de la gare routière d'Agbalepedo, vous avez sur les pavés, vous avez le feu. Quand vous venez de Atikoumé, vous avez le feu. Le reste, il n'y a plus de feu. Ça ne bosse pas. Et ça fait pratiquement 3-4 semaines, on est en train d'aller vers un mois, que ça dure, et on se pose beaucoup de questions. Peut-être que le confrère Abbas Issaka l'a remarqué. Et c'est partout dans la ville d'ailleurs. C'est partout. Je viens de passer par là, dans le feu rouge d'Atikoumé et de l'Oméga. Ça, c'est vieux. Maintenant, on ne sait pas quelle commune va s'en occuper. Parce qu'il y a, comme GTA, il y a 2 ou 3 communes charnières qui sont limitrophes. Donc, je ne sais pas si une commune regarde l'autre, est-ce que c'est l'autre qui va venir faire ou c'est l'autre qui va venir faire. Donc, c'est devenu un problème. Ça fait qu'on ne sait pas qui va s'en occuper. Donc, GTA, c'est 2 communes seulement, il n'y en a pas 3. Ok, c'est Golf 5 et Golf 3. Golf 5 et Golf 3. Et au niveau de l'Oméga, il y a Golf 5, il y a Golf 4, il y a aussi Golf 3, je pense. Donc, ça fait 3 là-bas. Ici, c'est 2. Donc, ils n'ont qu'à s'entendre. Au moins, l'intercommunalité va faire de sorte qu'ils vont s'entendre pour au moins trouver une solution à ce problème-là qui perdure. Parce que tout de suite en venant, nous on avait le feu rouge vert en venant du GTA. Vous êtes arrêté. On s'est arrêté. Après quand on nous a donné le feu vert est venu, il y a les autres qui continuaient pas à passer. Qui venaient passer. Il y a même un Zébija qui fonçait sur moi. Nous on a le feu vert. Donc, or les autres aussi se sont arrêtés. Non, il croit qu'il est en plein droit de circuler. Non, pour lui c'est que les feux n'existent pas. Bon, donc, sauf qu'il peut. Oui, docteur François, vous avez aussi constaté cette situation. Hein. Ben, je passe tout le temps là-bas, je l'ai constaté. Mais moi, aujourd'hui, c'est ça que ceci me préoccupe peu. Ce qui me préoccupe le plus, c'est les inondations. Oui, ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Oui, d'accord, parce que on devrait commencer par là. D'accord. On va parler tout à l'heure des inondations. Il faut quand même qu'on en parle. Qu'on encourage les populations qui sont actuellement en détresse absolue. Oui, Edgar. Oui, le deuxième vieux constaté, je le disais, bon, je ne savais pas que je devais croiser le docteur ici dans l'émission. Peut-être il va attester de ce que je suis en train de dire. Et la constitution de 92 qui, malheureusement, a été enterrée il y a quelques moments, prévoit en son article 32 que les Togolais nés de père ou de mère togolais ont automatiquement la nationalité. La nouvelle constitution, la constitution de la 5e République, dans le dispositif additionnel là, à l'article 14, reprend intégralement ce que l'article 32 de l'ancienne constitution dit. Mais nous sommes au regret, parce que la dernière fois, j'ai été choqué de constater les tracasseries d'un frère qui veut faire le certificat d'origine
pour prouver qu'il est togolais et avoir la nationalité. Comment une disposition qui est consacrée par la Constitution, mise dans le marbre de la Constitution, on va demander encore à un Togolais né de père et de mère eux-mêmes togolais, sur le sol togolais, de prouver qu'il est togolais. Comment on peut demander à des gens de faire des tracasseries inutiles comme ça? Mais je crois que la dernière fois, quand j'ai écouté le docteur... Au moment de la campagne, quand je l'avais reçu, vous avez réagi même... Mais je crois qu'il y avait ce point-là dans leur projet de société. Et je prie beaucoup que le président qui est actuellement à l'Assemblée puisse faire prospérer. Je ne sais pas, on va dire une autre loi ou bien comment. Puisque la Constitution a déjà consacré ça. Comment on peut encore prouver qu'on est togolais, né de père et de mère eux-mêmes togolais, sur le sol togolais? Comment on peut prouver ça? D'accord. Non, soyez sérieux là. Alors, oui, d'accord. Le docteur va réagir. Très rapidement, je suis content que vous ayez soulevé ce problème. En fait, j'ai cherché l'origine de cette situation. Oui. Cela vient des années 80, 86, au moment où vous voyez, il y avait des attaques. Le régime de l'époque aussi était menacé par différentes attaques venant de des agressions terroristes. Et en ce moment-là, on soupçonnait tout le monde du Bénin, qui vient du Bénin ou du Ghana, d'être ce qu'on appelait des apatrides. Et beaucoup de Togolais de non-consonance brésilienne étaient soupçonnés d'être apatrides. C'est à ce moment-là qu'on a durci une loi qui permet de trier un peu pour voir qui est Togolais, qui est vrai, qui n'est pas Togolais. Et cette disposition est apparue. Si à l'époque une cour constitutionnelle dit de non était là, c'est une loi anticonstitutionnelle. C'est-à-dire, c'est anticonstitutionnel de demander à un Togolais. Ça ne se comprend pas. Donc, comme vous le rappelez, moi je n'ai pas encore lu la nouvelle constitution à fond, mais si l'article 14 le reprend, c'est bien. Moi, chez moi, à ma maison, j'ai une fille qui est une nièce de ma femme qui a 27 ans. Je n'ai pas encore pu lui faire une nationalité. Avec tous mes efforts, je n'ai pas pu. C'est tellement long et tellement compliqué. On va dire que son père ou son frère a un nom qui est ceci. C'est une aberration. Alors, on aurait pu dire que actuellement dans les dispositions que j'entends au niveau du gouvernement, on parle d'identification, de numéro unique d'identification, etc. Mais quand vous écoutez, j'ose croire que je me trompe. On a l'impression que ça va être tout aussi compliqué d'avoir ça que d'avoir un certificat de nationalité actuelle. Donc, notre proposition de loi, nous l'avons faite quand nous étions à l'Assemblée, nous le referons, puisque nous avons des députés à l'Assemblée, nous le referons et nous martelerons dessus qu'il faut qu'on libéralise l'accès à la carte d'identité nationale, qu'on respecte tout simplement la Constitution. Et si vous relisez cette loi, elle ne ramène pas à une loi organique. Elle ne dit pas que cette disposition sera précisée par une loi ultérieure. Donc, toute loi ultérieure qui précise cet article-là est anticonstitutionnelle. Cela veut dire tout simplement que si aujourd'hui un enfant naît de père et de mère togolais à l'hôpital, on peut immédiatement dire qu'il est togolais et uniquement aller directement au certificat, à la carte d'identité nationale. Celui qui vit au Togo, qui est étranger et qui se naturalise, c'est lui qui a besoin d'un certificat de nationalité pour prouver qu'il est togolais. Ça c'est clair et net. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on complique tout ça? Vraiment, c'est inexplicable. Vous avez parlé tout à l'heure du numéro d'identification. Le projet d'identification nationale biométrique dénommé EID Togo a pour objectif d'attribuer à toute personne physique de nationalité togolaise ou résident au Togo un numéro d'identification unique sur la base de ces données démographiques et biométriques. Là-bas, on espère que ça ne sera pas aussi compliqué
Je l'espère bien. Si ça simplifie notre vie à tous et que nous devenons tous Togolais sans difficulté, je dirais bravo. On n'aura plus besoin de faire une autre disposition. Mais bon, parce que ceci-là, ça a été déjà expérimenté ailleurs. Hein. On s'est trouvé dans des situations encore plus compliquées. Ça a été expérimenté au Congo, à RDC. Où on s'est retrouvé pour avoir un certificat de nationalité, il fallait payer $50, enfin des sommes faramineuses pour obtenir le sésame. Donc, je ne sais pas si ici c'est vraiment. J'espère que ce sera fait d'une manière assez souple. Tout ça là, c'est la communication. Il faut communiquer, informer les gens. Je suis au courant du chose. Je crains seulement que ça aboutisse encore à une situation plus compliquée. Voilà, oui, la grande comme le docteur disait tout à l'heure, je crois qu'il faut commencer quelque part à partir des enfants qui sont nés. Et le reste maintenant de ceux qui n'avaient pas, qu'on donne un temps pour qu'ils se conforment à la situation. Sinon, jusqu'à quand on va continuer par prouver qu'on est Togolais. Des enfants, un bébé. Bon, il a parlé des origines de cette loi, peut-être une origine où il y avait un problème de sécurité, ça c'est compréhensible. Mais l'enfant qui est né, mais qu'on commence par lui attribuer sa nationalité et les autres qui sont là, qu'on cherche à voir, mais qui est vrai Togolais, qui ne l'est pas, où est le problème? D'accord, tout ça là c'est des problèmes de déclaration. Lorsque votre enfant naît, vous ne le déclarez pas. Il y a aussi cette situation qui se présente. Ça c'est autre chose, mais la plupart qui déclarent n'ont pas de nationalité. Oui, je sais, moi-même j'ai subi le même cas où il y a le papa, c'est la fille à ma grande soeur qui a resté dans cette difficulté-là jusqu'à ce que on a prouvé au niveau de nationalité même que finalement elle a pu avoir la nationalité. Maintenant pour aller faire un passeport, c'est là-bas que c'est bloqué. On nous dit de faire venir ses parents. J'ai dit ses parents sont déjà décédés. Son papa est décédé, sa maman est décédée. C'est moi qui le représente ici, donc de prouver. Bon, j'ai dit si c'est ça, ça n'a qu'à rester. Elle a la nationalité. Pourquoi? Parce que la personne, on dit qu'elle allait fréquenter au Ghana et elle revient faire nationalité dans son pays. Est-ce que c'est pas que la personne veut être togolaise et puis elle demande être d'une nationalité togolaise? Il est né, vous avez vu les naissances, les pièces de naissance, tout est là. Sa pièce de naissance prouve qu'il est une... D'accord, on va avancer. Par rapport au fait tricolore, il y a un auteur des États-Unis qui nous dit le Carrefour résume le Togo, c'est le problème dans tous les domaines. Et par rapport à la nationalité, pourquoi lors des recensements électoraux, il n'y a pas montré un certificat d'origine, mais un simple témoignage? Voilà donc des questions que soulève. Voilà des contradictions voilà. que soulève. Alors la grande pluie qui s'est abattue sur la capitale Lomé et ses environs a encore fait des dégâts. Les eaux ont visité des habitants de plusieurs quartiers. La situation est vraiment désolante, hein, cher confrère. Edgar, oui, dans certains cas, c'est pas la peine. Oui, c'est des situations désolantes pour ceux qui sont même sur les routes bitumées. On n'en parle pas. Qu'en dira-t-on de ceux qui sont dans des zones habituellement inondables? Non, la dernière fois, juste après la pluie, j'ai vu le carrefour de Lyon, c'est la catastrophe. La rue qui quitte l'hôtel Concorde vers Tochi, c'était la catastrophe. Au niveau de, je crois, Atigangome vers Adjido Gome, c'était encore la catastrophe. C'est des zones que j'ai pu visiter, mais quant à ce qui concerne Diablé, Bernard Copé, PDV Copé que je connais bien aussi, tout ça là, on ne peut pas décrire l'horreur que les habitants ont vécu. La question qui se pose, bon, en tout cas, j'ai constaté aussi que le ministre est descendu sur le terrain pour constater. Le ministre en charge de la protection civile. Mais c'est la même rengaine. À chaque fois, le mal arrive, on descend, on prend note, et à la fin, on attend. Et la prochaine catastrophe, on descend, on prend note, et puis, non. Il va falloir... C'est quand même important de sortir. Non, c'est important pour reconforter. Pour reconforter. Pas seulement faire le constat. Si c'est le constat, il est le même. Chaque fois, il est le même. Peut-être reconforter les victimes. Prendre des mesures. Oui, mais c'est de ces mesures-là que moi je veux parler. Oui. Les mesures qui n'arrivent pas, malheureusement. Il y a quand même des mesures urgentes qui ont été prises lorsque le ministre est descendu.
Bon, des mesures comme le déclenchement des systèmes de pompage des eaux. Il faut que le ministre soit sur le terrain la sécurisation des zones. Avant qu'on ne déclenche le système de pompage. Non, il faut sérieusement qu'on allège le quotidien des Togolais. Parce que ça là, il y a même des gens qui ont perdu tout. Hein. On parlait tantôt des papiers. Il y a des gens qui ont encore perdu des papiers. Et il va falloir aussi faire des pieds et des mains pour prouver même qu'on avait tel ou tel papier aussi. Hein. C'est pas convenable. Il faut que l'autorité puisse prendre des mesures idoines, que ce phénomène puisse définitivement prendre fin. Attends, la route au niveau de Deux-Lions, c'est une route bien bâtie. Qu'est-ce qui a expliqué qu'à ce niveau, qui est cet affaissement de la route, pour qu'on ait de l'eau sur le goudron? Il faut aussi qu'on prenne en compte les entreprises qui exécutent de ces genres de travaux. On va donner la parole à Abbas. La nature n'a pas été vraiment clémente pour certains habitants, en tout cas des habitants de certains quartiers de Lomé samedi après la pluie. En tout cas, la pluie qui a commencé depuis la nuit jusqu'au petit matin. Oui, ça n'a pas été facile. Hein. Et on a vu qu'après la pluie, il y a la situation de la matinée du 25 mai 2004 qui a été faite lorsque la pluie a cessé. On a vu que presque tous les quartiers, les quartiers et les communes les plus touchées, il y a commune Golf 5, commune Golf 4, Agoué 4 également. Deux-Lions, c'est Agoué 1. Il y a aussi Deux-Lions. Ce que vous avez dit Agoué 4, moi je suis la commune d'Agoué 1. Oui, non, je sais, je dis ce que je parle. C'est véritablement Golf 7 également. On l'a toujours dit ici. Alors, ce que je remarque qui est assez curieux, ça c'est assez curieux, c'est que c'est les alentours des plans d'eau qui ont été construits ces dernières années qui sont défaillants. Ce que nous appelons un bassin. Les bassins de rétention. Alors si vous voyez Deux-Lions, c'est tout nouveau. Vous voyez, route de Ségbé, c'est le dernier qui a été construit. Et puis, à partir de Concorde là, il y a un bassin d'eau qui est juste derrière, qui a été construit. Alors, c'est curieux que ce sont les derniers bassins d'eau qui sont complètement défaillants et qui noient les personnes. Alors, vraiment, nous devons avoir de la compassion. Je voudrais bien qu'on souligne le fait que nous avons de la compassion pour tous ces habitants-là et que nous devons prier pour que ça ne s'empire pas. Parce que là, nous ne sommes pas encore à la grande saison pluvieuse. Ici à Lomé, la grande saison pluvieuse, c'est à partir du 10 juin. Il y a des périodes très fortes et c'est après ça que la pluie commence à diminuer. Alors qu'est-ce qui va arriver si dans quelques jours, 10 juin, nous avons encore des pluies plus importantes? Donc vraiment, il faut que l'on prenne des dispositions beaucoup plus vigoureuses pour faire en sorte que les gens ne soient pas dans une situation catastrophique. Vous avez vu, nous avons entendu ce qui s'est passé au Kenya. Nous ne sommes pas à l'abri. Hein. Au Kenya, il y a eu plus de 113 morts. Il faut que nous soyons... Des écoulements. Il faut qu'on n'ait pas d'éboulement, qu'on n'ait pas de... Sinon, ce serait très grave. Alors, nous présentons nos compassions aux familles éplorées, aux personnes en détresse. Non, malheureusement, on ne dénombre pas il n'y a pas de bilan, justement. Ça aussi, c'est... Pour l'instant, on ne dénombre pas de décès. Mais le bilan des catastrophes, c'est une chose à faire rapidement pour qu'on sache combien de personnes sont victimes. Quand on Blekopé, il y a des zones complètement inondées aussi, c'est terrible. Abbas, mais c'est important quand même de rappeler aux uns et aux autres d'être vigilants, surtout ceux qui vivent dans des zones inondables. Lorsque les pluies commencent de prendre des dispositions, parfois c'est difficile, on ne sait pas où aller, mais quand même d'essayer de prendre des dispositions, d'écouter surtout les informations météorologiques, ce qu'on ne fait pas souvent chez nous ici. C'est important de rappeler ces choses. J'ai l'impression qu'à chaque démarrage du pluie, même si ça se forme, il y a les services de météo qui alertent les gens pour dire de faire attention parce que voilà le mouvement des nuages. Aujourd'hui, lorsque vous prenez
le système de pompage, on a toujours décrié ça. Les bassins qu'on a construits pour retenir l'eau, c'est que c'est le système de pompage qui fait défaut. Lorsque on a refait pour douane, le grand système de pompage, CB douane, la dernière fois l'eau n'était pas restée là-bas. Il n'y a pas d'eau qui soit débordée pour venir sur la route. Moi, le jour-là, quand j'ai quitté, c'est le matin très tôt, j'ai quitté pour venir à ville. En venant, je rencontrais même des inondations, des débordements d'eau depuis à Tigangome. On est en train de construire un bassin de rétention d'eau là-bas. L'eau a débordé pour venir sur la route. Donc, on avait des difficultés. Mais moi, je craignais pour douane à Dogome. Arrivé là-bas, il n'y avait pas d'inondation, de débordement. Mais quand il monte pour aller vers chose Bukaru, franciscain, là il y a débordement. Ce qui veut dire que si on règle les systèmes de pompage qu'on ajoute, comme on l'a fait au niveau de la douane de Goma, ça pouvait se faire. Il y a aussi des bus qu'on a fait vers Golfe 4. Ces bus actuellement ne sont pas entretenus et ça ne travaille pas si bien que ça ne fait plus fonctionner et envoyer l'eau vers la mer. En plus, c'est fait pour que quand il y a plein d'eau, les bus là fonctionnent et c'est des gros bus qui fonctionnent et ça draine l'eau vers la mer. Maintenant, ça ne fonctionne même plus. On ne sait pas comment ça se passe. Est-ce que au niveau de service, de ces services qui s'occupent de ça, on a oublié qu'il y a des bus et ça fait que c'est des ce que nous sommes en train de dire, ça va réveiller les uns et les autres pour prendre des dispositions. Il y a un élément important. Oui, M. Kampati. Nous avons parlé tout à l'heure de la météo qui annonce les choses. Actuellement, ce que nos autorités doivent faire, ce que le gouvernement doit faire de manière urgente, c'est de préparer des zones de relocalisation des personnes en détresse et de l'annoncer à l'avance en attribuant ça à des quartiers. Voilà. C'est-à-dire, si vous êtes dans cette zone et que vous êtes inondé, où est-ce que vous allez aller? Les gens ne savent pas où aller. Voilà. Donc, cette disposition-là, c'est une disposition absolument urgente parce que les pluies viennent encore dans quelques jours. Il faut que chaque personne qui se trouve quelque part connaisse les endroits où il pourrait effectivement aller se réfugier en cas de nécessité. Ça doit être fait de manière urgente. Peut-être que les autorités sont à pied d'œuvre et que ça va sortir d'ici peu. Est-ce qu'on va marquer la pause, on revient, on va donner la parole à Dr Kampati pour lui poser des questions politiques. À tout à l'heure. Voilà, on revient pour poursuivre cette émission avec notre invité, Dr François Nangwadja Kampati, premier conseiller spécial du président national de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Dr Kampati, on va vous donner la parole, mais je rappelle qu'après la deuxième pause, on va ouvrir le téléphone. Si les auditeurs ou auditrices ont des questions à poser, à intervenir dans cette émission par rapport au sujet que nous allons développer, sont les bienvenus sur deux numéros 92 77 66 66 96 30 66 66. Alors, docteur François Nangwadja Kampati, comme on l'a dit, la DI va bien. C'est une fierté pour vous finalement d'être au Parlement, à l'Alliance nationale, à l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. C'est trop dire de parler de fierté. Ouais. On ne peut pas pavoiser quand on a deux élus alors qu'on s'attendait peut-être à une dizaine et qu'on n'a que deux. Donc, il n'y a pas de quoi pavoiser. Donc, parler de fierté, c'est trop dire. Adi a choisi entre deux mots le moindre. Si vous estimez que vous avez été grugé ou bien qu'un voleur est rentré dans votre maison, que vous aviez 10 chèvres, que le voleur a réussi à emporter 8 et que vous retrouvez 2 et que vous décidez aussi de le laisser prendre les 2. C'est-à-dire, si vous décidez d'être absent, c'est que vous vous êtes laissé complètement grugé. Donc, ce qui s'est passé comme élection était difficile pour nous à dire. Vraiment, ça a été très difficile.
je le dis franchement avec tristesse, nous sommes le seul parti à avoir été le plus martyrisé. Je pèse bien les mots, martyrisé dans ces élections. Parce que jusqu'aujourd'hui, à l'instant T où je vous parle, nos militants sont emprisonnés, il y en a qui sont malades, nos candidats sont, comment on appelle ça, poursuivis. Vraiment, les choses ne sont pas telles que nous l'aurions souhaité. Et nous nous posons la question, parce qu'actuellement les élections sont terminées. Bon, UNIR a gagné à 95%, mais qu'est-ce qui explique qu'on continue de martyriser nos gens sur le terrain à 5 ans? Je ne me l'explique pas. Et je vous assure que c'est une réalité, et cette réalité-là est une réalité locale. On a comme l'impression que les pontes du parti qui sont là-bas règlent leur compte. C'est-à-dire, enfin, je n'ose pas croire que ça vient du haut, qu'on a donné des instructions pour faire ça. Vraiment, je n'ose pas le croire. Mais est-ce que c'est pas aussi hasardeux d'indexer des gens pour dire que c'est des pontes du pouvoir? Est-ce que vous avez des éléments? Je dis que je ne crois pas que ce soit les pontes du pouvoir du niveau central. D'accord. Mais que ce soit des pontes du pouvoir du niveau local, oui. Nous avons leur nom, nous les connaissons. On se connaît. Quand on est à Dapon ou on est à 50C, comme ça. On se connaît. Donc, c'est pas une question de truc. Nous avons fait un recours. Et dans ce recours, nous avons donné des noms. Nous avons donné des preuves. On a ramassé une arme. On a donné des preuves. Vous savez ce qui s'est passé? On tente de retourner ça contre Adi. Et on dit que ce sont les militants d'Adi qui ont créé des troubles, bien qu'officiellement, on n'a pas parlé de troubles. Le seul qui a parlé de troubles, c'est nous. Oui. Officiellement, on n'a pas dit qu'il y a eu des troubles quelque part. Mais on dit que les militants d'Adi ont lancé des pierres. Et on les a mis en prison. Alors, je ne comprends pas. D'accord, on reviendra peut-être sur cet aspect-là. Mais le président de l'ADI est le doyen d'âge. On a vu comment il a géré la session inaugurale du Parlement. D'où sort-il cette humilité? On l'a vu très serein, avec une certaine hauteur. Il aurait pu, ce que vous dites là, balancer ça à la session inaugurale, mais on l'a vu. Il l'a dit à sa façon. Il l'a dit à sa façon. Et il est comme ça. Il est d'une humilité qui quelquefois frise nous qui sommes un peu chauds là, quelquefois c'est un peu difficile. Mais après, c'est sa nature. Il est humble, il est simple, il parle tout doucement. Quelquefois il dit 2 mots. Et si vous analysez ce qu'il a dit, il a tout dit. Donc il a joué son rôle. Et je dois le dire, au sein de Adi, même ça a été un grand débat pour savoir on y va, on n'y va pas. On a décidé d'y aller. Ça c'est du passé, on ne revient pas dessus. Et nous pensons que au sein de l'Assemblée nationale, le rôle que nous pourrons jouer dans cette situation un peu trouble que nous vivons avec les constituants, tout ça, le rôle que nous pouvons jouer, c'est un peu le rôle, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri. Que chacun fasse sa part. Nous sommes dans une situation assez compliquée. L'ADI a décidé de faire sa part. Même si c'est le colibri qui est au sein d'une assemblée presque monocolore, nous ferons notre part. C'est-à-dire à chaque fois qu'il s'agira de dire quelque chose, que nous pensons arranger la situation, que nous pensons améliorer la situation, nous le ferons. On n'a que 2 voix. Il y a quand même Mme Adjamagbo qui s'est associée, il y aura 3 voix de l'opposition. Eh bien, l'opposition agira de la manière qu'elle peut pour atténuer la situation qui s'impose à nous actuellement. Et pour ça, nous sommes décidés à le faire. Si c'est de cela que vous parlez de fierté, nous serons fiers. Nous serons fiers lorsque nous aurons fait quelque chose que nous pensons vraiment avoir amélioré la situation. Question Une observation d'avant, oui. Une observation avant, peut-être une petite question. Moi, sincèrement, j'ai observé le président national de Adi à la session inaugurale. Ma fierté, c'était sa tenue traditionnelle. Et je crois qu'il doit inspirer sincèrement les autres parlementaires et donc le sommet de l'État. Parce que le gouvernement a fait du consommé local
un slogan. Comment l'appelle-t-on, l'UEMOA aussi a institué le mois d'octobre comme le mois du consommé local. Tout ça pour nous amener à avoir un comportement. Donc pour vous, c'était un message, hein? Non, quand j'ai vu le président national, c'était un message. J'ai applaudi à rompre les phalanges. Et je me dis que étant aussi là-bas, c'est vrai, il a parlé du colibri. Le message est passé. Le message doit passer. Et je veux qu'il inspire les autres parlementaires pour qu'on soit tout le temps en tenue traditionnelle. D'accord. Oui, question de Abbas Issaka. Oui, je voudrais dire que dans son allocution, le président Gogué a appelé cette nouvelle législature à marquer l'histoire et les élus à être les députés du peuple. Ce message sera-t-il entendu? Il appartient à ceux qui l'ont écouté de l'entendre et de l'appliquer. C'était très profond. C'est profond, oui. C'est parce que, malheureusement, moi j'ai pratiqué l'Assemblée. La 4e législature, j'étais député. Il arrivait quelquefois qu'on ait mal au cœur. Parce que on pose un acte qui est visiblement quelque chose qui arrange toute la population, mais pour des attitudes politiciennes, la proposition est rejetée. Ça ne devrait plus se voir, ça. Un député de la nation, il est là pour la nation. Au moment où il a été élu dans un cadre. Mais quand il est là-bas, il doit avoir de la hauteur d'esprit. Il doit être suffisamment indépendant pour que lorsque un parti quelconque, même fût-il de l'opposition, propose quelque chose qui arrange la population, qu'il puisse se détacher de sa dépendance absolue de l'idéologie de son parti pour voter. C'est cela qu'il s'agissait. Et si certains députés de la majorité ont entendu ce message, eh bien, on le verra dans les jours qui suivent, lorsqu'il s'agira maintenant de faire des lois, de parler de la gouvernance, on verra qui aura saisi ce message. C'est un message très lourd de sens et très important. Et ça, c'est déjà la voix un peu lourde du colibri. Avant votre question, vous permettez, je reviens un peu en arrière. Est-ce que vous serez compris lorsque vous avez pris la décision de siéger par les autres? Qui sont les autres? On entend dans la population, les gens disent non, ne siégez pas. Et l'ANC a dit que son élu ne siégera pas. Écoutez, vous avez entendu aussi ce que notre président a dit à propos de ça. Il a dit, j'ose croire que chacun, dans sa position, fait pour le bien de la population. C'est l'essentiel. Si l'ANC agit pour le bien et que nous agissons pour le bien, nos agissements vont converger vers le bien de la population. Maintenant, bon, chacun voit les choses comme il les estime. Vous savez, j'ai un ami très proche qui m'a dit, Kapatib, non, cette fois-ci, moi je ne suis pas d'accord avec vous, le fait que vous êtes allé siéger. C'est un ami très proche. Il m'a dit ça franchement. J'ai dit oui mon ami, tu as raison. Tu m'as dit ce que tu penses. Mais maintenant je vais te demander une chose. Si je n'allais pas siéger, enfin si Adi n'allait pas siéger, est-ce que tu m'accompagneras dans Daï pour que je réunisse toute la population de Daï qui a voté pour leur maire, pour leur expliquer Monsieur Ougnara, pourquoi Monsieur Ougnara ne siège pas. Est-ce que tu peux le faire? Je dis, vous savez, intellectuellement, nous avons des idées, hein? On a tous des idées intellectuelles. Mais quand vous confrontez ces idées intellectuelles à la réalité du terrain, c'est autre chose. Même ceux qui nous ont voté, que nous n'avons pas gagné, s'ils apprennent que les gens qui ont gagné ne siègent pas, mais désormais ne revenez plus leur dire de voter. Exactement. Ça c'est clair. Je dis, mon ami, ce que vous me dites là, si on ne siège pas, considérez qu'Adi est mort. Tout simplement. Parce que je ne vois pas comment je retournerai trouver les gens à Dapon pour leur dire, votez pour moi. Et puis après, ils diront, bon, on t'a voté, tu as estimé que ce n'était pas truc, et tu n'es pas allé siéger, tu ne nous as pas défendu. Je n'ai aucun argument. Donc, alors, l'intellectualisme, c'est une chose, mais la confrontation avec les réalités, ce qu'on appelle la réelle politique, c'est tout à fait autre chose. Oui, Edgar maintenant. Oui, bon, là, je vais quand même poser la question. Est-ce que vous comprenez l'absence d'une partie de
de l'opposition à la session inaugurale? Bien sûr, nous les comprenons. C'est c'est la manière dont ils perçoivent les choses. Ils l'ont expliqué. Je n'ai pas à expliquer ça à leur place. Ils expliquent pourquoi ils ne viennent pas. L'explication que j'attends encore, que je n'ai pas encore, c'est celle du FDR, qui apparemment au début avait semblé vouloir approuver de venir, mais maintenant se réserve. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Là, ce n'est qu'une séance inaugurale. Nous avons encore quelques mois pour arriver à une rentrée parlementaire légale. Les choses peuvent encore changer, je n'en sais rien. Même nous qui sommes là-bas, peut-être... Vous serez fiers quand même de les voir à vos côtés, au Parlement. Nous serions très contents de les voir à nos côtés. Parce que, vous savez, il y a la question de comment on appelle ça, truc parlementaire. Pourquoi j'ai un truc de groupe parlementaire. Les groupes parlementaires, c'est souvent, j'ai pas encore les règlements, c'est maintenant qu'ils sont en train de l'adapter, c'est souvent un quota. Un 25e, un 10e, un 9e pour avoir un groupe parlementaire. Ça a évolué. À la dernière fois, je crois qu'il suffisait d'avoir 3 députés pour avoir 3, quelque chose, on a arrondi à 4. Alors on a arrondi, et puis bon, c'est comme ça que Jerry Tama et PDP formaient un groupe parlementaire. C'est très important un groupe parlementaire. Parce que sinon vous êtes des non-inscrits. Donc vous parlez à au moins le temps de parole est précieux. Donc nous ne savons pas. À supposer que ce soit, qu'on dise que c'est 5. L'opposition n'aurait pas le groupe parlementaire si les autres ne viennent pas. C'est simple. Donc ça affaiblit de manière importante la voix de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Parce que c'est un groupe parlementaire, bon, ça affaiblit. Donc c'est un fait important. Maintenant, ça m'étonnerait qu'on abaisse le quota jusqu'à 3. Ce serait peut-être un peu trop. Voilà. Oui, est-ce que ce sont les divisions qu'on a constatées au sein de l'opposition depuis des années qui se poursuivent? Sinon, 5, c'est vrai, c'est rien par rapport à 108, mais vous devez quand même saisir l'occasion, tous ensemble. Bon, écoutez, excusez-moi, peut-être ne débattons pas de cette... D'accord. C'est un peu comme si... moi, je ne veux plus que entre nous, on s'accuse de ceci et de cela. Bien comme sûr. notre président a dit, il a dit qu'il souhaite que ce que chacun fait, qu'il le fasse dans l'intérêt de la population. Donc c'est au fil du temps qu'on verra. Peut-être que nous avons tort, nous-mêmes qui sommes là-bas. On ne sait pas. On pourra nous dire dans 3 mois ou dans 5 mois ou dans 1 an, on vous avait dit. Quand vous êtes allé là-bas, vous êtes allé, vous avez vu. À contrario aussi, on pourra maintenant au bout d'1 an vous dire, ah mais Adi avait raison d'insister et d'aller là-bas. Et voilà ce que Adi a fait pendant qu'il était là-bas. Voilà, de manière concrète. Donc pour l'instant, j'ai l'habitude de dire que une théorie politique ne s'avère vraie ou fausse qu'à l'aune des résultats. Allez, même quand vous allez à des élections, si vous avez des stratégies, vous dites moi ma stratégie, ceci, vous voulez, c'est au résultat qu'on jugera de l'efficacité de la stratégie que vous avez. À la limite, des gens sans foi linois qui veulent que seuls les résultats comptent, mais ils font n'importe quoi, ils obtiennent les résultats qu'ils veulent. C'est comme on dit. D'accord. Abbas ou oui, Abbas. C'est dans ces conditions, est-ce que le président de la ville, en tant qu'aujourd'hui chef de file de l'opposition et président comment on dit président doyen d'âge, est-ce qu'il a pris langue avec les autres partis là pour au moins leur expliquer, les ramener à la raison? Nous ne voulons pas nous féliciter. Vous savez, Adi, même par le passé, a toujours été... Il est arrivé un moment où Adi était appelé le sapeur-pompier de l'opposition. Nous avons toujours joué ce rôle. Nous l'avons joué à fond. Nous l'avons joué jusqu'à perdre nos plumes. Nous avons continué de le jouer. Et actuellement, nous continuons encore de le jouer. C'est tout ce que je peux vous dire. Notre président ne dort pas là-dessus. Ce matin, nous avons parlé
Il n'y a que de ça que nous parlons. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Oui, Edgar? Oui, et monsieur le conseiller, l'élu de la DMP dit ne pas s'associer à la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale parce que ce règlement sera arrimé sur la nouvelle constitution. Comment trouvez-vous cela à l'ADI? Nous ne critiquons pas ouvertement les positions de nos confrères. Ce que je peux dire, c'est qu'elle est encore à l'Assemblée, c'est qu'elle travaille. Voilà. Elle est là avec mon président, elle est là avec l'élu de tout. C'est tout ce que je peux en dire. Oui, mais vous participez quand même à ces travaux. Mais nous tous, elle y participe. Ce matin, il continue le travail. Maintenant, l'objection, il y avait une objection, nous l'avons faite aussi à dit. C'est-à-dire que tout de suite, les gens ont dit que l'Assemblée, les règlements se réunissent. Le premier a dit que c'est sous l'égide de la nouvelle constitution. Nous avons dit non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, c'est tout, ça s'arrête là. Mais est-ce qu'on peut faire autrement, puisque nous vivons une nouvelle constitution, dans un nouveau régime? Avec un truc transitoire. Oui, bien sûr. Mais on peut refuser. On peut dire nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi on ne va pas le dire? Non, la question du confrère, est-ce qu'on peut faire autrement? Non, on ne peut pas faire autrement parce qu'ils sont 80. Je sais pas, ils sont 108 et nous sommes 3. Non, pas par rapport au nombre de députés. Mais nous vivons la situation est telle qu'il y a une constitution qui est votée, promulguée. Toutes les lois seront arrimées. Voilà. Est-ce qu'on peut faire autrement? Je ne suis pas d'accord avec cette constitution, je suis en droit de le dire. D'accord. Maintenant, qu'elle s'impose à moi d'une manière ou d'une autre, c'est une autre question. Mais j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord et que je ne serai pas d'accord jusqu'à. C'est tout simplement. Bon, est-ce que, parce que finalement, les lois qui seront prises vous seront appliquées, forcément. La loi, c'est ce que j'ai dit. Les lois qui sont prises s'imposent à moi. Juste. Par exemple, je vous dis que je ne suis pas d'accord sur les dispositions qui imposent aux Togolais les certificats de nationalité. Mais il s'impose à moi, je suis obligé de le faire. C'est comme ça. Mais nous ne sommes pas d'accord. Oh, vous savez, c'est maintenant que je commence à lire cette constitution. Je ne voudrais pas qu'on en parle, mais d'accord. Peut-être que après avoir lu, on va faire une émission consacrée à ça. Oui, parlant justement de cette constitution, on aurait appris que la DI a pris la décision de se retirer du front touche pas à ma constitution. Je voudrais poser cette question en même temps pour qu'on en passe à autre chose. Est-ce que c'est vrai que... Non, la manière dont la chose est dite n'est pas juste. D'accord. Nous étions et nous restons membres. Mais ce qui s'est passé, c'est que après les élections, lorsqu'on est rentré dans au sein du parti même, dans les discussions chaudes, faut-il participer ou ne pas participer au truc et tout ça, nous étions dans cette contradiction interne. Et nous avons dit, nous ne pouvons plus poser des actes ambigus. Si nous allons à l'Assemblée, nous allons à l'Assemblée. Nous continuerons à dire là-bas que nous ne sommes pas pour la Constitution. Mais en même temps, vous allez à l'Assemblée et vous êtes avec des gens qui ne sont pas allés aux élections, qui posent beaucoup d'actes. Dans l'opinion publique, ça fait un micmac impossible. Donc, nous avons dit, pour l'instant, on met ça entre parenthèses, tout simplement. Nous n'avons pas dit que nous sommes retirés, nous n'avons pas dit que nous y sommes. Bon, ceux qui ont fait circuler l'information que vous dites, c'est leur opinion. Pour l'instant, on observe. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à dit, on l'avait dit avant les élections, que la manière dont la constitution a été faite, nous ne sommes pas d'accord. Il en est de la même manière que les résultats obtenus, nous restons contre. Enfin, c'est pas. Nous pensons que ça n'apporte pas un mieux pour la situation du pays. C'est ça le problème. Si nous arrivons à un consensus national autour d'un texte fondamental qui apporte un mieux pour la population, nous pensons que c'est ce qui est la meilleure solution. Actuellement, il est évident que la population, je ne sais pas, beaucoup de gens se posent des questions sur ça. Il y a encore moyen de rattraper les choses. Si les gens écoutent ce qui se passe
nous pouvons rattraper les choses. On peut encore organiser une assise. On peut encore revoir ça. Nous, c'est notre position. On peut encore revoir la situation. Mais si, parce qu'on a 95% de l'Assemblée, on veut passer en force, bon, on passera en force. Nous allons subir les conséquences, mais nous ne serons jamais d'accord. Ça, c'est certain. Oui, comment entendez-vous gérer, Hadi entend-elle gérer le titre de chef de file de l'opposition par l'entremise de votre président? Venons-en. Oui. Moi, j'ai été à l'Assemblée. Je sais que cette affaire de chef de file de l'opposition, je crois que ça a été plus une affaire journalistique. Parce que c'est une réalité politique. Parce que une réalité politique. C'est une loi qui a été votée. Vous savez, quand vous relisez l'Assemblée nationale, au moment où vous étiez à l'Assemblée. Non, c'est pas au moment où nous étions à l'Assemblée, je vais vous le dire. Bon, expliquez-nous, docteur. La loi a été votée en 2013, un peu avant la fin de la législature, de la 3e législature. Et quand nous sommes arrivés à l'Assemblée, la loi s'est plus ou moins imposée à nous. Elle a même été critiquée. Nous l'avons critiquée. Parce que, en réalité, la loi était comme dans notre pays, taillée sur mesure. La loi avait été votée, taillée sur mesure. C'était la mesure de qui? Pour récompenser quelqu'un qui avait accepté de collaborer avec le RPT. Vous voulez dire l'UFC à l'époque? C'était l'UFC. Avec Gilchrist Olympio. C'est clair. La loi avait été votée pour ça. Moi, je ne... Mais aujourd'hui, vous allez... D'accord, allez-y. Laissez-moi finir. D'accord. Et donc, malheureusement, aux élections de 2013, quand la loi avait été déjà votée, l'UFC s'est trouvé avec 3 députés. Voilà le problème. Et c'était l'ANC qui a hérité de quelque chose d'inattendu. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis ça a continué. Et nos amis, qui a bien géré ou mal géré? Oh, je ne sais pas. Et nos amis de l'UFC ont repris leurs droits. D'accord. Maintenant, vous avez retiré? Non. D'accord. Allez-y. Parce que, vous savez, la loi est là. Mais vous savez, la mise en exécution de cette loi passe par un décret. Un décret. Qui n'a jamais été pris. Si, ça a toujours été pris. Tant que ce décret n'est pas pris, nous ne savons pas ce que ça contient. La loi elle-même, elle est un peu floue, il faut la relire. Mais l'exécution passe par un décret. Et nous ne savons pas... Mais ça veut dire à chaque fois que le chef de file change, il faut un décret. D'accord. Il faut un décret. Tant que le décret n'est pas pris, bon, si vous vous agitez que vous êtes chef de file de l'opposition, et puis après... c'est autre chose qui sort. Donc nous, au sein d'Adi, on ne s'agite pas là-dessus. Vraiment, on considère ça comme un truc... il y a même des gens qui commencent à m'appeler, moi qui ne suis rien, ni président, ni du parti, ni député. Les gens m'appellent chef de file de l'opposition. Je dis alors là, vraiment, même je crois dans les couloirs, j'ai quelqu'un m'a dit ça. Oui, bien sûr. Nous, on s'en tient à la loi. Nous, on s'en tient à la loi. Vous avez 2 députés, vous êtes de l'opposition, vous êtes le chef de file. Attendons de voir. Si nous avons cet honneur, nous porterons l'honneur avec honneur. Ça veut dire sans trahir quoi que ce soit de nos objectifs. C'est clair. Moi, on espère vraiment vous voir en tant que chef de file de l'opposition, parce que les autres, on n'a pas senti. On n'a rien senti du tout. Le confrère demandait tout à l'heure comment vous trouvez. On n'a rien senti. Si vous le dites, nous, si on est chef de file de l'opposition, on le sentira et nous jouerons notre rôle. Nous essaierons encore de faire en sorte que l'opposition soit désormais plus unie et plus combative. Et peut-être aussi qu'on cherche des stratégies nouvelles. C'est ça en fait en réalité. Donc, bon, si on comprend bien. Attendons voir. D'accord. Nous ne sommes pas encore par décret chef de ville de l'opposition.
D'accord, vous le saurez. Sinon, la tradition est déjà, la jurisprudence est là, déjà. Donc, Oui, la jurisprudence. La jurisprudence est là. si on ne signe pas le décret, mais La jurisprudence peut être démentie par une si on ne nouvelle signe pas le... Elle est là, c'est une tradition. Docteur Kapadi, si on ne signe pas le décret, mais vous vous proclamez chef de file de l'opposition, puisque la loi est là. La loi est là, et la jurisprudence aussi est là. La jurisprudence est là, comme le dit nos confrères. Qui se connaît bien en droit. Nous avions un professeur de médecine, Feu Vovon, qui disait quelquefois, quand il prend la parole, il dit, vous savez, dans la vie, quand vous faites des choses et que personne ne vous félicite, félicitez-vous Bien sûr, vous-même. si votre conscience vous dit de vous féliciter, Voilà. félicitez-vous. Est-ce qu'on va marquer une pause? Oui, on marque une pause. On va revenir. C'est la deuxième, hein, donc on va donner la parole aux éditeurs pendant qu'on continue par poser des questions au docteur Kapati. À tout à l'heure. Merci beaucoup à vous d'être toujours aussi avec nous. Je rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est Dr François Nangwadja Kampatib. Il est le premier conseiller spécial du président national de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. On va vous permettre de lui poser des questions si vous en avez, bien sûr. Mais on va poursuivre les débats avec lui. Peut-être avant d'aller à autre chose, docteur, comment voulez-vous voir aujourd'hui l'Assemblée, le déroulement des activités au Parlement pour cette législature? Comment voulez-vous voir tout cela? Si on s'en tient au discours de notre président, nous voudrions que cette Assemblée, même s'il y a une majorité écrasante, qu'on sente qu'au sein de l'Assemblée, il y a de la contradiction, qu'il y a des idées nouvelles qui sortent et qu'il y a des choses dont la population peut en profiter. Aujourd'hui, nous sommes là pour la population, que ce ne soit pas une assemblée de politique politicienne tous les jours. Qu'on sente quand même, quand on y est, il y a les problèmes de tous les jours qui seront vraiment au cœur de l'Assemblée. Nous avons parlé des inondations. Et ces inondations ont des causes dans la gouvernance. Est-ce que l'Assemblée prendra à bras le corps ces causes de la gouvernance pour que ça ne se reproduise plus? Nos populations, avant même les inondations, n'ont pas d'eau. Depuis 3 ou 4 jours encore, moi-même, je n'ai pas d'eau encore chez moi à la maison. Les populations n'ont pas d'eau. Ne parlons pas des populations des campagnes. Est-ce que ce sera au cœur de l'Assemblée pour que ce soit des choses qui arrangent la population? Si nous pouvons obtenir ça et que la situation des populations peut s'arranger avec cette configuration de l'Assemblée, nous applaudirons. Nous applaudirons tous. Donc, constamment, le peu de contradictions que a dit et l'autre membre que l'opposition, j'espère que peut-être les autres viendront, pourront apporter comme contradiction. C'est déjà pour améliorer cette gouvernance quotidienne qui empêche la population d'avoir les besoins les plus élémentaires. Si nous réussissons ça, nous serons bien contents d'avoir fait œuvre utile au sein de l'Assemblée. Mais si ce sera une Assemblée purement politicienne, qui va imposer des règlements, qui va imposer des lois, qui va être redondante, qui va être orgueilleuse, parce que nous avons gagné, nous avons 98%, nous faisons ce que nous voulons, ce serait bien dommage pour la population. 95, plus de 95% de députés, si vous voulez parler de unir. Bien, les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler, 92 77 66 66, 96 30 66 66. Chers confrères, des questions? Notre invité est toujours là, même si on attend les appels. Le conseiller a déjà commencé à parler des violences à Senkasi là-bas. Je voulais savoir quelle est la situation de Samomoni. Oui, c'est une très bonne question. Samomoni, c'est ça? Samomoni. Parce que vous avez signalé que lors d'une conférence de presse, le CM des violences pour ce électoral. Oui. Vous avez déjà entendu. On l'avait dit et on le dit encore. Il est dommage
que dans tout le rapport général des élections, on s'est contenté de dire que tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de violence, mais ce n'est pas exact. Dans 5 il y a eu des violences organisées. Des violences post-électorales. Le jour des élections. Et puis post-électorales. Et encore actuellement, jusqu'aujourd'hui, le village de Samomoni est vidé au moins de la moitié de sa population. Samomoni, c'est un village frontalier du Ghana dans la préfecture de Biankouri. Au jour d'aujourd'hui, l'école de Samomoni perd au moins le quart de ses élèves parce que les parents ont migré vers le Ghana avec leurs enfants. Au jour d'aujourd'hui, cette école-là, il y avait des enfants du Ghana qui venaient fréquenter l'école, qui préfèrent l'école francophone. Tous se sont repartis au Ghana. Alors qu'on est en période d'examen. Donc, Samomoni est un village martyr. Je répète mes mots aujourd'hui. Et personne n'en parle. Toutes les autorités vous diront que c'est des mensonges. Oui, est-ce que vous avez pu remonter l'information? Parce que vous devez quand même aller sur le terrain, travailler avec les autorités locales, remonter l'information. Vous avez indexé même la gendarmerie lors de votre conférence de presse. Est-ce que vous avez pris langue avec toutes ces personnes, toutes ces autorités? Tous les jours, mon président ne travaille que de ça. C'est écœurant. Nous avons pu faire libérer les jeunes de Mango qui ont été arrêtés. Mais aujourd'hui, les gens qui ont été arrêtés à Samomoni, ils sont encore en prison. Il y a une personne qui est malade, qu'on a évacuée à l'hôpital. C'est nous, c'est le président et moi qui prenons en charge la personne. Mais c'est incroyable. Il y a notre candidat qui est harcelé par l'auteur. C'est des choses que... Alors, quand on analyse ça, je vous le dis, je suis arrivé à la conclusion que c'est des animosités locales. Des gens qui en veulent à tel ou tel qui font ça. Parce qu'ils sont allés transformer l'affaire en disant que c'est les militants d'Adi qui ont lancé des pierres à la gendarmerie. On ne l'a jamais vu. Et ce seraient ces militants-là qu'on a mis en prison. Voilà la situation. Je le clame. Moi, dans 2 jours, j'irai là-bas. Je m'en vais voir. Je n'ai pas pu aller parce qu'on avait d'autres situations. Oui, c'est pourquoi je dis, si vous dites que peut-être qu'il y a des velléités dans la localité, peut-être il faut remonter les informations pour que les autorités soient informées, pour que les autorités aillent sur le terrain pour savoir ce qui se passe concrètement. Moi, j'avais même souhaité qu'on nous situe sur cette situation. Peut-être. Quelle situation? Tout ce que j'ai dit à la conférence de presse, ce que j'ai dit à la conférence de presse. C'est votre vérité des faits. Maintenant, il faut. Mais nous avons. La gendarmerie que vous avez indexée. Oui, et nous continuons à les indexer. Nous avons fait un recours à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On a fait un recours. Mis de côté. On nous a dit que le recours est venu en retard parce que c'était le vendredi, que c'était clôturé. Pour ça, c'est pour la Cour constitutionnelle. Nous avons fait le même recours à la Cour suprême. À la Cour suprême, tous les recours qui ont été faits ont été rejetés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Aujourd'hui, nous sommes réduits tout simplement à négocier de manière douce pour essayer de les faire libérer. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais dès le premier mois, je ne vais pas indexer des gens. Dès que la chose s'est passée, il y a un responsable m'a appelé. Ça se passe bien? J'ai dit non. Il dit bon? Il dit non, ça ne se passe pas bien dans 5 ans. Il m'a dit qu'il n'est pas au courant. C'est pas possible. 92 77 66 66 96 30 66 66. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes en train de négocier en douce. Je crois que parfois aussi c'est la meilleure manière pour que ces personnes... Oui, c'est la meilleure manière, mais quelquefois, si on va négocier en douce pendant un mois, et 2 mois, et 3 mois, les gens sont en prison. Vous savez, quand vous passez 5 jours en prison, vous ne savez pas ce que c'est. Voilà. C'est ça le problème. Revenons, ou bien... Edgar avait une question ou une réaction? C'est peut-être une petite réaction. Je me pose une question. Qu'est-ce qui peut expliquer que pour des raisons politiques électorales, qu'on maintienne ces jeunes ou je ne sais pas, ces personnes-là encore... Alors que ça fait longtemps qu'on n'est plus retombé dans cette histoire de violence électorale. Et comme le conseiller était en train de le dire,
pourquoi ces animosités entre frères pour d'une même arriver jusqu'à localité ce niveau? et de ce quoi franchement, je cherche à me l'expliquer, je ne trouve pas d'explication. Je ne trouve pas d'explication. C'est d'une méchanceté, d'un cynisme horrible, tout simplement. Que on vous a martyrisé, ensuite on porte plainte, on dit que c'est vous qui avez fait les troubles et on vous met en prison. C'est là je dis que puisque nous ne sommes pas sur le terrain, mais si on peut peut-être des enquêtes peuvent nous situer, s'il y a des journalistes, jusqu'alors on a fait votre version des faits. S'il y a des journalistes indépendants compétents qui veulent faire eux-mêmes leurs enquêtes, qu'ils aillent. Ils n'ont qu'à aller à 56, ils n'ont qu'à aller à sa maman, aller enquêter en toute indépendance, peut-être même en discrétion, pour voir ce qui s'est passé. Mais je suis une personnalité connue sur la scène politique depuis des années. Je ne vais pas me mettre à mentir. Ça, c'est pas possible, ça. Je ne peux pas me mettre à mentir. Oui, cette affaire, on a caillassé le véhicule de la gendarmerie, on a retiré l'arme et les menottes aux gendarmes, tout ça. Vous voulez que je réexplique? C'est le chef canton du Ghana qui dit en compensation pour libérer là, il faut qu'on libère et puis lui retourne. Ils ont libéré. Mais ça, là, vous comprenez que la gendarmerie ne peut pas admettre cette version. Mais c'est ça la vérité. Je suis désolé. Parce que c'est un moment, vous savez, chez nous là-bas, les villages sont de trucs dispersés. C'est pas comme les villages d'ici là. Donc quand on va dans une maison, on va dans une autre maison, il y a les champs autour. Donc les gendarmes sont venus la nuit. Qu'ils cherchent les enfants qui ont caillassé les véhicules, ils sont rentrés. Pourquoi à 3h30 du matin? Pourquoi? Si vous cherchez des jeunes, venez dans le village, vous venez chercher, on peut l'arrêter. Pourquoi venir marcher, taper les gens la nuit, prendre les gens ont fui. Donc ils ont poursuivi les jeunes, ils sont rentrés dans le Ghana sans se rendre compte. Et la grande majorité des gens qu'ils ont arrêtés, c'était des Ghanéens. Et les Ghanéens, eux, ils se sont... Et maintenant, c'est aux Togolais qu'on reproche d'avoir violenté les gendarmes. D'accord, espérons que cette situation sera décantée. Je l'espère. Dès qu'elle sera décantée, vous le saurez. Mais pour aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a encore 5 personnes, dont une femme, qui sont en prison. Peut-être qu'à l'heure que vous parlez aussi, ils sont libérés, on ne sait jamais. Oui, mais à ce temps d'ici, ils sont libérés. Mathieu, je vais t'appeler pour dire ce que je disais là est arrivé. D'accord, nous attendons toujours vos appels à 92 77 66 66, 96 30 66 66. On va parler des régionales. Est-ce que là-bas au moins Adi est satisfait du nombre que vous avez? Vous en avez vu combien 8. Finalement? Ça va? Non, nous ne sommes pas satisfaits. Vous avez dit que vous voulez une dizaine au niveau des législatives. Pour les conseils régionaux, on espérait 30, 40, pourquoi pas? Mais vous allez quand même siéger dans les... Non, ça c'est évident, dans les régions. Ça c'est encore pire si on ne siège pas là-bas. On va prendre un auditeur. Allô? Allô? Il est parti, malheureusement. Voilà. Donc je disais que vous allez quand même, si vous siégez au niveau des législatives, c'est pas dans les régions. Non, on va siéger dans les régions, ça c'est sûr. Nous sommes déjà présents dans les municipaux, dans les conseils municipaux, donc... Allô? Je vous saisis un peu mal, j'aime pas le poste récepteur à mon côté, je vous saisis un peu mal. D'accord, donc vous vous présentez, vous nous donnez votre situation géographique et puis vous posez votre question. Moi je remercie le Ronald qui a l'invité qui est avec à votre niveau. Oui, docteur Kampati. Et c'est que moi j'aimerais qu'on ait tous les citoyens de ce pays. Il faudrait que nos autorités aussi fassent preuve de suffisance pour pouvoir, qu'est-ce que ça les coûte, ça les empêche pour qu'on libère ces gens-là. Mais s'ils sont libérés, c'est pour que ces actes-là ne se reproduisent pas. Pas sur le site international, on parle de nous tout le temps. Moi, ça me fait honte, ça ne nous honore pas. Il faudrait que on essaie de se comporter en tant que des sages. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de citer nos autorités, mais c'est que les gens de là, c'est-à-dire, chacun est libre de s'exprimer, de donner son point de vue. C'est à cause de ça que vous êtes en train de faire les émissions. Si peut-être dans ma maison, quelqu'un n'aime pas unir,
peut-être j'aime Hadi, mais cela ne va pas dire que celui qui aime l'UNIRO va venir porter plainte contre moi, m'amène. Ça, il faudrait que nos autorités puissent revoir ce cas-là. La bonne émission à vous aussi. Oui, présentez-vous. Eh ben, Aïe, aïe, aïe. Bon, comme il n'a pas le retour, c'est difficile. Hein, bon, on a quand même entendu son message, mais comme je dis, il faut peut-être qu'on fasse des enquêtes et que les autorités nous situent, parce que jusqu'à présent, nous n'avons que la version de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Nous oui, docteur Campati. Oui, mais c'est d'ailleurs curieux que depuis un mois, il n'y a que la version d'Hadi qui court. Même ça, c'est une curiosité. Parce qu'il y a eu des gens, il y a eu des journalistes qui ont essayé d'enquêter. Il y a un journaliste qui a essayé d'interroger le CB. Il l'a raccroché au nez. Mais c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Normalement, s'il y avait des preuves que Hadi a organisé quelque chose, mais ce serait public, sur la voie publique. Mais nous avons vu seulement quelqu'un qui a osé intervenir sur les réseaux sociaux pour raconter que c'est Hadi qui a organisé les choses. Il a dit sur un réseau social. Nous lui avons répondu. Mais c'est tout. Il n'y a aucune information officielle qui circule et qui accuse Hadi d'avoir organisé des troubles. C'est ça même qui est curieux. Parce que dans une situation inverse, on aurait entendu des protestations et des trucs et tout. Mais sur cette affaire-là, c'est un peu comme si il y a l'omerta là-dessus. Nous ne comprenons pas. Réaction, chers confrères, aux questions. Parce que moi, je me dis que toujours là-bas, c'est une zone un peu délicate. On pensait que avec les attaques terroristes, il y aurait des difficultés même pour faire la campagne. Aujourd'hui, comme le conseil l'a dit, j'ai vu que ils ont compliqué la situation parce qu'on ne peut pas arrêter les gens à 3h30 du matin. Lorsque les gens font éruption dans des maisons, dans des domiciles, et on va croire que c'est des terroristes qui sont venus pour attaquer les gens. Ça va provoquer aussi la fuite des gens vers les choses. Donc maintenant, il faudrait, par rapport à ça, qu'on puisse avoir au moins la réaction officielle de chefs de région. C'est-à-dire, il y a les détachements qu'on a fait au niveau. Il y a la gendarmerie, bien le militaire, le truc régional. Il faut une chose. La deuxième zone militaire. Zone militaire. Bon, un instant, attention, parce que il faut bien connaître la géographie du terrorisme aussi dans notre zone là-bas. La deuxième zone militaire et l'initiative Kondouaré qui s'occupe du terrorisme est à l'est complètement. Alors ce dont nous parlons, c'est complètement à l'ouest, à côté du Ghana. C'est même ça qui est bizarre, parce que là-bas c'est la paix. Enfin, il n'y a pas, il y a eu quelques tentatives, mais globalement c'est la paix. Et on comprend pas ce qui se passe. Ça pourrait amener une violence inattendue. C'est ça le problème. Donc il y a vraiment un danger. Non, mais ce n'est pas du tout dans la zone de l'insécurité absolue qui est du côté du Ghana, de Kwenjal, Kwenjal et Kwenjal Ouest. D'accord. De toutes les façons, bon, on espère que la situation sera. Nous espérons. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je suis monsieur Jean, j'appelle d'Agouet Demakwe. Jean appelle de Agouet Demakwe. Allez-y Jean. Oui, je vous salue tous là-bas. Merci. Et pour avoir fait le septentrional et particulièrement le côté ouest, dont parle l'honorable député ou le docteur Campati, je connais un peu les lacunes dans ce milieu-là. Le village, c'est quoi? Un papa met au monde des enfants qui grandissent et pour avoir occupé un territoire, chacun va construire son petit village de 15 km, de 20 km, etc. etc. C'est ça qui est semblant de village vers là. Maintenant, par rapport aux événements malheureux de la dernière fois, en quoi on peut justifier le fait que les gens se rentrent dans au fait jusqu'à brûler le véhicule de gendarmerie? Là, ça change ça change de contexte. Là, c'est un véhicule clair. C'est le véhicule qui est pour la force publique, de la force publique. Mais quand on va jusqu'à toucher
à ces secteurs-là, là, ça change le contexte. Alors, Jean veut nous dire qu'il y a un véhicule de la gendarmerie qui a été brûlé, c'est ça? Oui, selon ce que je dis. Oh, monsieur Jean. Voilà, c'est une autre version que Jean vient de nous dire. C'est le docteur qui te pose la question. Hein. D'où est-ce que vous tenez cette version? C'est la première fois que j'entends parler d'un véhicule de gendarme qui a été brûlé. C'est la première fois. Si vous avez des informations dessus, vraiment donnez-les, parce que je ne l'ai jamais entendu parler. Alors, il a été dit que la vitre d'un véhicule des gendarmes a été brisée par une pierre. On a mis des photos qui sont sur les réseaux sociaux. Et ces photos, nous avons fait le recoupement. Et ce n'était même pas le véhicule de la gendarmerie. Jean, est-ce que c'est l'information que vous avez? Oh, bon, d'accord, bon. C'est autre chose. D'accord, ok. Merci beaucoup, Jean. À très bientôt. Est-ce qu'on peut... Il y a quelqu'un derrière? Non, voilà. Donc, on revient. Bon, je crois qu'on va fermer cette page-là. Comme je dis, on espère que la situation sera trouvée très, très, très rapidement. On va revenir sur les élections régionales. Vous avez 8 sièges là-bas. Nous avons 8 conseillers Je sais que vous siégez déjà au niveau des communes. Oui. Ça se passe bien. 44 conseillers communaux quand même, sur tout le territoire. Mais c'est beaucoup. Ah ben oui, nous sommes à ce niveau. Voilà, vous êtes satisfait. À ce niveau, nous sommes troisième, c'est-à-dire après UNIR, ANC, et puis c'est nous qui venons en troisième position sur les conseils municipaux. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de maires, on n'a qu'un maire, mais on a 40. À Dagny, oui. Mais mine de rien, nous sommes fiers de dire que bon an, mal an, Adi s'installe doucement dans le pays, dans le paysage politique et prend de l'ampleur. Et ça, nous pouvons en être fiers et nous sommes fiers de ça. Maintenant, il faut que ça avance parce que ce que nous voulons démontrer, c'est que la démocratie n'est pas régionaliste. Parce que c'est ça qu'on a voulu nous faire coiffer un chapeau qu'on ne portait pas. Que ADI est un parti régionaliste, parce que le professeur Goguet est de Dapon, moi je suis de Dapon, j'étais le président, alors, donc, c'est régionaliste. Non. Nous avons voulu que la démocratie atteigne toutes les régions du parti. Dès le départ, dès 91, c'était ça l'idée. Dagny n'est pas un village de Dapon. Voilà. D'accord. Oui, docteur, finalement, c'est une bonne chose d'avoir organisé les régionales parce qu'on a entendu quand même, j'ai dit qu'il fallait attendre, expérimenter les communales, les élections communales, en tout cas la gestion des communes. Mais finalement, c'est bon. Oui, c'est une bonne chose, on expérimente, c'est une bonne chose de voir, on va voir quel plus ça peut apporter au développement si les conseils régionaux jouent leur rôle, qui est vraiment de s'occuper des lycées, des collèges, des hôpitaux, des routes intercommunaux, tout ça. Bon, ils ont du travail. S'ils le font sérieusement, ça apporte un plus au développement. Ça, c'est certain. C'est ça que vous faites aussi au niveau des communes. Au niveau des conseillers, oui, au niveau municipal à Gouénivé. Je suis conseiller municipal à Gouénivé. Et là, je peux le dire, bon, le conseil municipal d'Agognévé est multipartite. Je dois dire que ça fonctionne assez bien. On n'a pas d'animosité grande au sein du conseil. Si on peut expérimenter ça au niveau régional et encore mieux au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un plus pour le pays. Chers confrères, c'était quand même important, je pose cette question en pratique parce qu'on a entendu les gens dire non, on n'a pas besoin des élections régionales, on va expérimenter les communes. Mais bon, finalement, tout le monde est en train de prendre goût. Non, c'est, je crois, très bien d'organiser ces élections pour parachever ne serait-ce que le processus. Et comme il le disait, il y a des compétences qui échappaient au maire et disons, on va dire même au préfet. Aujourd'hui, le conseil régional s'occupe, comme il l'a dit, du lycée, des routes intercommunales et ainsi de suite. Donc, ils auront quand même du boulot à faire et ça peut changer un petit quelque chose. Je ne sais pas si j'aurai encore la parole, mais je veux féliciter quand même l'évolution de Adi et le ratio même qu'ils ont eu
par rapport au nombre de listes présentées et ce qui a été gagné, je crois que c'était, quelqu'un va dire, ça dit que les objectifs étaient très rationnels dès le départ et finalement ils ont gagné peut-être ce qu'ils ont mis. Bon, c'est vrai qu'en 2013 ils en avaient 3. Bon, après on sait ce que par rapport à ces élections, pour que Adi se retrouve encore à 2. Par rapport à ces élections, il y a des partis politiques et des regroupements de partis politiques qui se tapent la poitrine à avoir présenté partout. Mais pour quel résultat? C'est de ça moi je veux parler. C'est un résultat comparé. Ouais. Sinon, si c'est un résultat, c'est une comparaison horizontale. Horizontale. C'est pas vertical. Si nous prenons la comparaison verticale, nous avions 3 auparavant sur 3. C'est ça. Nous n'avions présenté que 3 listes et nous avions 3. Voilà. Mais cette fois-ci, on a présenté 17 listes et on a 2. C'est la comparaison verticale. Finalement, est-ce que vous regrettez votre absence aux législatives de 2018? Ah oui, bon. On ne revient plus sur un débat qui nous a fait beaucoup de... C'est fini. Ça fait mal. Ça fait très mal. Nous aurions eu certainement beaucoup plus. Abbas? Non, c'est pour dire que l'organisation des régionales était très importante, puisqu'on doit avoir le Sénat. Et quand vous prenez, c'est inscrit dans la Constitution. Lorsqu'on a vu les révisions, toutes les révisions constitutionnelles qu'on a connues depuis de la 4e République, on n'a jamais touché à la question du Sénat. On n'a pas dit qu'il faut enlever ça, c'est resté. Or, c'est les seules régionales là, les élections régionales là, qui restaient pour faire en sorte pour achever le processus de décentralisation entamé depuis 2007. Et quand les gens disent qu'il ne faut pas faire, mais il faut commencer quelque part pour qu'on voit. Parce que les locales aussi, c'était la même chose. Les gens disent qu'on va faire local pour avenir. Aujourd'hui, on est dans les premières expériences. On a eu des expériences et prochainement, vous allez voir comment les locales, au niveau des conseils municipaux, comment les choses vont marcher. C'est l'expérience qui est acquise dans la décentralisation. Je pense que c'est une bonne chose d'organiser aussi les régions. D'accord. On va laisser le docteur conclure un petit mot, un petit message. Si je dois conclure, vraiment, j'ai été heureux de cette émission qui a brassé un peu tous les aspects des préoccupations actuelles de l'heure. Et nous avons exprimé de manière libre notre opinion. C'est une très bonne chose. C'est un exemple de démocratie réelle quand je viens à Zéphyr et que je peux m'exprimer comme ça de façon libre, dire mes idées, c'est une bonne chose. Et je pense que c'est petit à petit qu'on construit la démocratie et la nation. Tout ce qu'on a dit ici participe de la construction de la nation togolaise. Et si on continue comme ça, vraiment, dans 10 ans, dans 20 ans, le Togo sera une véritable nation. Merci. Et c'est mon souhait. Merci beaucoup, Dr François Nangbadia Kampati, premier conseiller spécial du président national de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Invité de point de vue de ce lundi, cher confrère Edgar, voilà, merci beaucoup. Merci également à Abbas Issaka d'être venu dans cette émission. Merci toujours d'être à l'écoute de nos appels. On s'arrête ici pour aujourd'hui. C'est la fin de cette émission mise en onde par Roger Telou. Mon nom c'est Mathieu Mozo. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je remercie ceux qui ont appelé dans cette émission. Malheureusement, le premier, on n'a pas pu noter son nom et sa localité. Mais merci beaucoup à Jean qui nous a appelé d'Agoué, Demakwe. Voilà. À ceux qui ont voulu appeler, qui n'ont pas pu, on se donne rendez-vous mercredi.